Alors, notre café politique avec mes deux Valentins. François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. Bonjour, François. Bonjour, Martine. Joyeux Saint-Valentin à vous, à Jacques, à nos auditeurs du Café politique ce matin aussi. Mais malheureusement, pas beaucoup d'amour en politique ces derniers jours. Oui, j'allais dire, est-ce que vous allez vraiment insuffler de l'amour sur notre scène politique? Jacques Poitras, notre collègue de CBC, on le retrouve à Fredericton. Bonjour, Jacques. Bonjour. Beaucoup de cartes de Saint-Valentin à Washington cette semaine. Oui. On va en avoir des Valentins à offrir au lieu des cafés, alors, pour cette édition spéciale de la Saint-Valentin. Mais on va commencer, si vous le voulez bien, avec notre premier sujet qui, se passe celui-là chez nous. C'est à Fredericton qu'on a entendu le ministre des Finances, Jacques Poitras, faire sa mise à jour financière. La promesse du budget équilibré est loin derrière, là, je pense, avec les réalités actuelles qu'on vit au Nouveau-Brunswick. Oui, un déficit de 399 millions de dollars, beaucoup plus élevé qu'attendu, beaucoup plus élevé que ce qui était prévu dans le dernier budget progressiste conservateur de l'année passée. Il y a des dépenses qui sont hors du contrôle du gouvernement actuel. 108 millions pour les infirmières itinérantes, des contrats qui étaient signés par le gouvernement PC ou par les régies. 100 millions pour certains programmes de bien-être social, mais des autres promesses qui étaient des choix du gouvernement de Susan Holt. Les primes pour les infirmières qui coûtent 60 millions cette année, le rabais de taxes sur les factures d'énergie Nouveau-Brunswick, 32 millions. Alors, le ministre Lagacé a dit il faut qu'on respecte nos engagements qui étaient dans la plateforme et dépenser l'argent sur ces programmes-là. Mais évidemment, il ne respecte pas l'engagement sur un budget équilibré. Alors, certaines promesses sont plus importantes que les autres. Les PC, de l'autre côté, disent pas quel choix ils feront non plus s'ils étaient au pouvoir. En effet, François Gravel, quand je lui ai posé la question à Glenn Savoie, il a dit « Mais c'est pas mon rôle, moi qui suis dans l'opposition, c'est pas notre rôle de dire quels seraient nos choix, nos décisions. » Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, François? François, est-ce que vous êtes là? Bonjour, François. On a du mal avec la connexion ce matin. Ça a tout pris pour qu'on soit tout le monde ensemble. François nous entend, je pense. Est-ce que vous êtes là, François Gravel? Non, on l'a perdu. On va le reconnecter. Je suis sûre qu'on va le trouver. Puisqu'on en parle de la réaction de l'opposition, c'est vrai que je me suis déjà fait dire ça, Jacques, d'un membre d'opposition ou d'un chef de l'opposition. C'est pas mon rôle, c'est pas moi qui dois prendre les décisions, mais c'est un peu mince comme réaction, non? Oui, et Glenn Savoie est évidemment dans une position très difficile. Est-ce qu'il n'aurait pas dépensé le 100 millions de dollars sur ses dépenses de bien-être social? Est-ce qu'il aurait trouvé une façon de pas dépenser 108 millions sous les contrats pour les infirmières itinérantes? Quel choix aurait-il fait? C'est vrai que les PC sont un peu... ils étaient battus dans les élections et ils vont pas trop loin dans une direction ou l'autre actuellement pour prendre position, mais... Quand même, c'est évident qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils auraient fait. Ils seraient probablement un peu dans la même situation que les libéraux, franchement. On va faire vite sur le sujet avec vous, qu'on retrouve François Gravel, donc, sur les derniers chiffres de M. Lagacé. Désolé pour ça. Donc, très rapidement, alors, tout ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que l'équilibre budgétaire, la lutte contre le déficit, le contrôle des dépenses, c'était le point faible des libéraux pendant la campagne électorale. C'est encore leur talon d'Achille maintenant qu'ils sont au pouvoir. C'est vrai, Mme Holt a raison, c'est une tempête parfaite, beaucoup d'éléments sur lesquels elle n'avait pas le contrôle. On pense entre autres au congé unilatéral de TVH qui a coûté beaucoup d'argent à la province. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu chez les libéraux une volonté nécessairement d'imposer des compressions
solution pour équilibrer les livres. En novembre, le ministre des Finances, Legacy, avait déclaré avoir demandé à ses fonctionnaires si c'est possible de dégager des économies. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on va aller vaincre un déficit de 400 millions de dollars. Et ça n'ira pas en s'améliorant avec le ralentissement économique prévu par Donald Trump et ses tarifs. Quand on perd le contrôle des dépenses publiques, ce n'est pas facile de reprendre le contrôle. Parlez-en à Justin Trudeau, qui avait promis des déficits budgétaires modestes. C'est peut-être ce qui nous attend au Nouveau-Brunswick. On va passer à notre prochain sujet, justement. Et elle me l'a répété encore, la première ministre, ce matin, Jacques et François, cette imprévisibilité, cette espèce de stagnation de l'économie en lien avec ce qui se passe à Washington aussi, ça se reflète dans ce qu'on a annoncé cette semaine. Donc, suffisamment d'incertitudes qui planent sur le Nouveau-Brunswick pour que la première ministre y consacre pas mal de temps. François Gravel, faites-moi le bilan de ce que vous avez retenu de l'impact de la visite de la première ministre à Washington. Bien, d'abord, il y a deux écoles de pensée par rapport à cette visite-là des premiers ministres. Il y a ceux qui pensent que c'est un bon coup d'avoir, surtout en particulier, obtenu la réunion à la Maison-Blanche avec les proches de Donald Trump, et ceux qui croient que c'est une démonstration de faiblesse, que nos premiers ministres avaient l'air de quêteux. Je suis dans le premier camp, moi, fermement, honnêtement. Je crois que c'était bon pour les premiers ministres d'être là. C'était excellent pour Susan Holt d'être présente dans la délégation. C'est la petite nouvelle aussi dans le groupe, pas. Puis, faut pas se compter d'histoire. Il n'y a aucun gain qui a été réalisé là. Donald Trump fait une fixation sur le Canada. Il n'y a aucune visite de Susan Holt ni d'aucun premier ministre canadien qui va changer ça. Mais quand même, sur une base personnelle, Mme Holt, d'être présente avec les autres, c'était bien pour elle. C'est une bonne occasion de s'imposer. Pour les Néo-Brunswickois aussi, cette visite à Washington, c'était une façon de montrer à la population qu'elle prend le dossier au sérieux. Elle avait l'air très optimiste hier, encore aujourd'hui en entrevue, beaucoup plus que moi, je vous dirais. Mais, et que d'autres premiers ministres aussi. Tout à fait, mais elle a déclaré que de tous les politiciens qu'elle a rencontrés pendant cette visite-là, aucun ne trouve les tarifs trumpistes une bonne idée, autant chez les républicains que chez les démocrates. C'est peut-être là que ça va se jouer. Je vous dirais un voyage réussi pour Mme Holt, mais il ne faut pas s'attendre du tout à ce que ça change quoi que ce soit dans les prochaines semaines. Jacques? Susan Holt a sorti des vidéos sur ses réseaux sociaux avec la musique, avec un ton très optimiste. Ce que je trouvais un peu bizarre, comme si elle faisait une vidéo au Festival d'Homard à Shediac ou quelque chose. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Et on a vu, les premiers ministres sont allés à la Maison-Blanche à rencontrer un junior conseiller à Donald Trump qui, juste après la réunion, a dit sur Twitter qu'il n'a jamais promis que le Canada ne serait pas le 51e État des États-Unis. Alors voilà le résultat. Je ne pense pas qu'ils peuvent pas aller à Washington et faire l'effort. Mais c'était quand même un peu une humiliation de voir une réunion à la Maison-Blanche avec un résultat comme ça, avec un tweet comme ça après. Et les premiers ministres, on a su hier de Radio-Canada, ont payé un lobbyiste 85 000 $ pour influencer les républicains à Washington puis organiser cette réunion-là. Et c'est ça le résultat. Comme j'ai dit, il faut faire l'effort, mais c'était pas très bon comme résultat, malgré l'optimisme de certains premiers ministres. On passe au troisième sujet. Je pense que pour certains clients, ça a été bénéfique, la pause de la taxe qui se termine demain. Je vais commencer avec vous, Jacques, là-dessus. D'ailleurs, ça aussi, ça a été un petit trou dans le budget du Nouveau-Brunswick, les revenus de la TVH. L'impact que ça aura eu plus grand sur les clients que sur les propriétaires d'entreprises, est-ce qu'on devrait poursuivre ça? Quel bilan on va faire de ça, finalement? Bien, c'est intéressant. On sait que les restaurants, l'association des restaurants ont dit qu'au Nouveau-Brunswick, ils ont vu une hausse de 8 % dans les réservations en ligne. En Ontario, c'était 23 % Alors, ça aidait peut-être le secteur des restaurants un peu. Les magasins qui vendent la marchandise nous disent qu'ils n'ont pas vu beaucoup d'impact. Les gens allaient acheter quelque chose dont ils avaient besoin, puis voilà, à la caisse, ils se souvenaient qu'il n'y avait pas de TPS, mais vraiment, ça n'a pas changé leurs habitudes. Sur le budget, oui, 70 millions qu'on perde. C'est 30 millions cette année, puis à cause de la raison pourquoi comment les revenus sont remboursés aux provinces, ça va être d'autres argent plus tard qu'on va perdre. Mais on a vu René Lagacé cette semaine qui a dit on ne va pas poursuivre le fédéral pour cette manque d'argent que nous avons subi à cause de cette congé-là.
on va essayer on est optimiste qu'il va y avoir des programmes, des annonces, des fonds qui vont être dévoilés à la province, qui vont balancer un peu la perte de revenus. C'est pas vraiment une bonne façon de gérer les finances avec des transactions comme ça. Mais voilà, c'est un petit morceau de ce déficit, mais un morceau quand même. Le ministre Lagacé qui m'a ni plus ni moins dit en entrevue, c'est pas à moi de faire les annonces, mais il y a quelque chose qui s'en vient. François, là-dessus. Ouais, qu'est-ce qu'on va retenir du congé de TVH? C'est la facture, je pense, tout simplement. Je compare ça à quelqu'un qui part sur une virée, qui dépense, qui a beaucoup de plaisir, mais qui doit ensuite regarder les factures et qui voit que ça va lui coûter cher. À la différence que dans ce cas-ci, le Nouveau-Brunswick, le gouvernement Holt savait déjà que, un, ça allait lui coûter cher, et deux, qu'il ne voulait pas qu'on paye pour tout ça. Il n'a pas eu le choix. Encore aujourd'hui, comme éditorialiste, je suis stupéfait que Ottawa a pu imposer sa volonté comme ça unilatéralement à propos de cette taxe de vente dit qu'elle soit suspendue sans même avoir la permission pour la partie provinciale du gouvernement provincial. Et ça ne devrait pas pouvoir se produire, selon moi. Je m'interroge, moi aussi, sur les bienfaits de la mesure. Je pense que beaucoup de gens ont magasiné, ont mangé au restaurant, ce genre de choses, et ont eu une agréable surprise en recevant la facture, mais qui ne sont pas nécessairement sortis pour ce congé. Ça m'est arrivé moi-même, d'ailleurs. J'ai accompagné ma fille de 11 ans à une compétition de gymnastique à Saint-Jean il y a 2 semaines, et je trouvais étrange, quand on mangeait au restaurant, que c'était toujours un chiffre rond sur la facture. Ça coûtait 40 ou 50 et je réalisais pas pourquoi, jusqu'à ce que finalement je finisse par comprendre, ah oui, c'est vrai, il n'y a plus de taxes. C'est pour ça que c'est pas 44 et 79 cents. Mais il y a quand même des gens, certainement, qui ont profité de l'occasion. Bon, dans l'Acadie Nouvelle, on a parlé à la responsable d'une banque alimentaire qui expliquait avoir beaucoup profité de ce congé de taxe-là pour réduire ses coûts d'achat de denrées, tout ça. Mais est-ce que ça a provoqué vraiment beaucoup une ruée vers les commerces? J'en doute fortement. OK, bien là, on est rendu au moment tant attendu de la distribution de vos Valentins. Alors, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. Et c'est possible que ce ne soit pas forcément de l'amour que vous envoyez, en tous les cas. Tout dépend de la perception de la personne qui le reçoit, j'imagine. Hein? Alors, on va commencer avec vous, Jacques Poitras, à Fredericton, en ce jour de la Saint-Valentin. Quel événement de l'actualité ou quelle personne mérite un Valentin de votre part? Un petit Valentin pour Karina Gould, députée fédérale libérale qui passait au Nouveau-Brunswick cette semaine et qui a convoqué une conférence de presse à Fredericton hier, où il y avait exactement 2 personnes qui assistaient, le journaliste et le cameraman de CBC, qui tournaient pour notre bureau d'Ottawa. Karina Gould avait une annonce assez substantielle, ses idées sur l'assurance chômage et développement économique. Mais je pense que le manque d'intérêt dans sa visite montre que où le momentum est dans cette course pour la chefferie fédérale, et c'est pas vraiment avec Karina Gould. Et j'ai une autre petite carte de Saint-Valentin pour le ministre provincial Luke Randall qui était à Washington avec Susan Holt hier. Puis dans la vidéo que Susan Holt a enregistré, peut-être un résumé de sa visite, Luke Randall, évidemment, voulait tellement parler, voulait tellement dire quelque chose, mais Susan Holt parlait. Puis tout ce que Luke Randall a réussi à dire était absolutely 2 fois. Alors, oui, peut-être la prochaine fois, Luke Randall. D'accord. Valentin de consolation. On va aller vers vous maintenant, François Gravel. Une carte de la Saint-Valentin à quelqu'un qui, j'en suis convaincu, a reçu des dizaines, des centaines de cartes de la Saint-Valentin. Mark Carney, le candidat et favori de la course à la direction du Parti libéral du Canada. Mais attention, la carte de la Saint-Valentin ne vient pas de moi, Martine. Okay. Elle sera plutôt signée par la ministre Ginette Petitpas-Taylor, par les députés René Arsenault, Serge Cormier et Wayne Long. Selon le décompte de Radio-Canada Acadie, c'est 19 députés libéraux sur 23 en Atlantique qui ont donné leur appui à M. Carney, contre seulement 2 à Chrystia Freeland. Mais honnêtement, l'appui qui compte le plus, la carte de la Saint-Valentin que j'ai le plus hâte de lire, c'est la carte de Dominique Leblanc. Il n'a pas encore dit, lui, derrière quel candidat il va se ranger. Seulement que ce sera M. Carney, Mme Freeland ou Karina Gould. S'il y a vraiment un appui que M. Carney et Mme Freeland veulent recevoir à tout prix, c'est certainement celui de M. Leblanc. Et on va ajouter une autre carte de la Saint-Valentin, celle-ci à un juge, Robert Dysart, qui doit rendre aujourd'hui
sa décision concernant une cause linguistique importante. C'est en lien avec le fait que les conférences de presse de Blaine Higgs pendant la pandémie de COVID-19 avaient lieu presque uniquement en anglais, avec traduction simultanée. J'ai critiqué plusieurs fois, ça aussi en éditorial, ce choix de ne pas nommer de porte-parole politique bilingue, d'imposer la traduction simultanée aux Acadiens. Mais est-ce que c'était illégal? Est-ce que ça va à l'encontre de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick ou du principe d'égalité des deux communautés linguistiques de la province qui, lui, est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés? Alors, on va avoir une réponse dans les prochaines heures, certainement pas sur une carte de Saint-Valentin, mais sous la forme d'une décision, d'un jugement en bonne et due forme. Mais est-ce que ce sera Valentin dans les deux langues officielles? Oui. Ça, on le sait pas. Déjà que je me souviens que c'était donc dur de trouver des beaux Valentins en français quand les enfants étaient plus petits. Alors, on les faisait nous autres mêmes. Merci beaucoup à tous les deux. Jacques Poitras, on continue de suivre vos reportages à CBC et lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. François Gravel, plein d'amour. Joyeux Saint-Valentin à tous les deux. Joyeux Saint-Valentin. Au revoir.